Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast à propos des jeux, plus particulièrement les jeux de table et jeux de société. Aujourd'hui, épisode 17, on parle des jeux de majorité. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Monsieur Jean-François Chrétien. Amen. Salut JF! Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va le pousser un petit peu plus. Come on. Ok. Ben oui, ça va toi? Oh oui, très bien, vraiment content d'être là aujourd'hui. Bon, c'est sûr que les jeux de majorité, tout ça, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais bon, j'ai bien hâte qu'on puisse en parler un petit peu plus. Ouais, il y a quand même beaucoup de types de jeux qui utilisent cette mécanique de jeu-là. Et en fait, je pense que c'était surtout pour parler d'un jeu en particulier qu'on voulait absolument parler de cette mécanique-là. Et ben, on va s'en reparler tantôt. Hein. Ah ouais, je me rappelle pas de ça. C'est sûrement un plan secret de ta part, comme d'habitude. Ben oui, exact. Fait que t'as-tu joué à des trucs intéressants ces temps-ci ou? Essayé quelques petits jeux dernièrement, oui, dont une nouveauté qui s'appelle Okanagan. Alors, Okanagan est un jeu de tuiles un peu à l'image de Carcassonne, mais dans lequel il y a un aspect de majorité, donc c'est un bon épisode pour en parler, justement. Donc, en gros, ben, les joueurs vont avoir une tuile devant eux. À ton tour, ben, tu vas devoir placer la tuile. Comme Carcassonne, tu dois faire fitter là, un peu la tuile sur le plateau. Il y a 4 types de terrains. En jeu, tu dois placer une tuile sur adjacent à un autre terrain similaire. Et tu vas devoir placer une de tes petites maisons qui va valoir 1, 2 ou 3 points pour la majorité d'un type de terrain. Quand un type de terrain est terminé, on va sortir les ressources qui est présent sur ce terrain-là. On va regarder qui est majoritaire et ce joueur-là va récupérer certaines ressources là, parmi le pool qui a été sorti. Le deuxième aussi, troisième, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources à se partager. L'autre twist là, un peu intéressant dans le jeu, c'est qu'en début de partie, on reçoit 5 cartes d'objectifs secrets. Ça va être pas mal comme ça qu'on va faire les points, mais on va s'en débarrasser de 2. Donc on va en avoir 3 et à la moitié de la partie, on va en recevoir 2 nouvelles cartes d'objectifs qu'on va pouvoir ajouter à notre main, mais il va falloir aussi se débarrasser de 2 autres cartes, de sorte qu'en plein milieu de la partie, on peut s'ajuster par rapport à ce qu'on a fait durant la première partie de la partie. Et à la fin de la deuxième partie, ben, dans le fond, on révèle nos cartes d'objectifs, puis on fait nos points pour ça. Donc, il va y avoir d'autres façons aussi de faire des points. J'ai bien aimé le jeu, c'était vraiment intéressant. Je trouvais que ça prenait la mécanique de Carcassonne, rajoutait un petit peu plus de twist, il y a plus d'effets aussi, certains trucs là, que je vous ai pas dit, là, mais qui rajoutent un peu de la rejouabilité et du plaisir au jeu. J'ai beaucoup aimé ça, ça reste pas le jeu de l'année non plus, pas un jeu incroyable, mais comme petite variante à Carcassonne dans cette lignée-là, c'est vraiment bien fait, vraiment solide. J'ai bien aimé ça. Okanagan. Je suis un peu déçu. Pourquoi? Avec un nom de même, je me serais attendu à ce que t'ailles cueillir des cerises puis fumer du pot, mais bon. Ouais. Okanagan, ok. Ouais, non, c'est plus la découverte de la vallée. Ok, bon, ben c'est bon, on va le prendre. J'ai bien hâte de m'en faire une petite partie. Ça a l'air quand même, tu sais, d'un jeu paisible. Jeu très paisible, mais tu sais, avec la petite aspect de majorité, ça rajoute un peu plus de challenge, puis il y a des territoires sur lesquels tu veux vraiment être majoritaire parce que tu vas avoir le premier choix des ressources que tu vas aller chercher, puis ces ressources-là, comme ça que tu fais des points de victoire, puis il y en a certaines qui vont t'en rapporter, d'autres qui vont pas t'en rapporter, fait avoir le premier choix est quand même assez important. Là. Cool, bon ben c'est à checker dans le genre de Carcassonne. Toi JF t'es toujours bon, tu joues à des jeux qui fit avec la thématique de l'épisode pis tout, mais tu sais moi pour de vrai C'est du hasard, hein, c'est du hasard. je peux pas me permettre ça, fait que ben j'ai joué au jeu Profiler. Ouais, Profilaire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, je suis pas sûr en fait, mais soit Profiler ou l'autre façon. C'est ça, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir, là, je vois 2017. C'est un genre de petit party game de déduction. Dans le fond, il y aura 5 personnages qui vont être étalés et il y en a un qui est celui qu'il faut trouver. Le maître de jeu va savoir c'est qui et les autres joueurs vont devoir deviner c'est qui. La façon dont le profilaire s'y prend pour faire deviner, c'est que dans le fond, il va piger 2 petites cartes. 2 cartes sur lesquelles il va y avoir une information
du genre sur la caractéristique de la personne qu'on cherche. Ça pourrait être il fait des bons gâteaux aux bananes, comme ça pourrait être il serait une bonne mère. Peu importe, ça peut être vraiment n'importe quoi, il y en a une pile très épaisse. Le profileur, dans le fond, en fonction du personnage qui essaye de faire deviner, disons, l'incroyable Hulk, va placer sur une échelle de -5 à +5 les petites phrases qu'il a reçues. Donc, disons, Hulk, est-ce qu'il ferait des bons gâteaux aux bananes? Je pense pas, je vais mettre ça à -4. Et est-ce qu'il serait une bonne mère? Ah, peut-être pas tant, mais en même temps, il serait quand même une mère protective, donc il serait pas pire. Ok, je vais mettre ça à -2. Et là, après, les autres joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est en regardant où ont été placées les phrases, vont, pas à tour de rôle, mais dans le fond, éliminer un personnage à chaque tour. Donc, ils vont dire, ah, je pense pas que ça serait James Bond parce que blablabla. Donc, ils disent, ok, on élimine celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Le profileur dit non, vous pouvez continuer. Et le but va être de trouver c'est qui la personne qu'on cherche avec simplement ces indices-là. Bien entendu, le maître de jeu n'a pas le droit de donner davantage d'indices. Ouais, donc c'est un peu compliqué peut-être à expliquer puis à comprendre, mais super bon petit jeu de party coopératif, ça s'apprend assez facilement. Je trouve que ça met une bonne ambiance là, dans une soirée. Là. Ouais, c'est vraiment cool, hein. Moi aussi, j'en aime beaucoup. Puis c'est difficile à expliquer, pourtant, c'est pour un jeu aussi simple que ça, tu sais. C'est quand Ouais, même c'est très vraiment simple, simple, hein, mais c'est très simple. il y a une genre de petite logique inversée qui est des fois un peu mélangeante au début, mais bon, c'est vraiment un petit jeu de devinette coop, là. Fait que c'est vraiment cool, là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est d'ailleurs le même auteur que le jeu Arg. Ah, Que... pour de Ouais, vrai? c'est un jeune auteur, il vient de débuter, il a fait, je pense, trois ou quatre jeux. Donc, Ah, ben c'est là, ça assez c'est prometteur, là. cool. C'est des Là. bons petits jeux de party, Ouais. bien faits, simples, efficaces, là. Donc, j'étais vraiment surpris de voir ça, mais ouais, ça confirme mon intérêt pour le jeu. Ah, très intéressant. Alors, j'ai joué à un jeu un petit peu moins sympathique, par contre. C'est Oh. un vieux jeu, 2006 de Asmodée. Il s'appelle Mall of Horror. C'est un jeu de zombies, bien évidemment, dans lequel nous avons, tous les joueurs, on va avoir une crew, on va avoir trois personnages qu'on va essayer de faire survivre durant la partie, en se cachant dans les différents lieux de la ville. Par contre, il y a des lieux plus protégés que d'autres, et des zombies, c'est un peu, des fois, dur, pas tout le temps calculable, où ils vont apparaître, s'il va y avoir trop de zombies pour le nombre de gens qu'on est dans le lieu. Donc, en gros, là, c'est un jeu où on essaie un peu de déduire où les zombies vont arriver. Il y a des façons d'aller voir cette information-là, d'essayer de déduire un peu où les autres joueurs vont se déplacer parce que tous les tours, tu dois déplacer un de tes pions d'un lieu vers l'autre. Et ben, ensuite, on dévoile où vont les zombies. Et s'il y a trop de zombies, quelqu'un doit mourir et on va devoir voter pour savoir qui va perdre son personnage parmi les gens présents dans un seul lieu. Donc c'est un jeu de zombies de vote où on envoie les autres joueurs à la mort chez les zombies. C'est un peu... c'est intense comme jeu. C'est intense. Ouais, je vois ça. Ça me semble assez violent. D'après moi, ça doit donner place à pas mal de violence dans la salle. Ben, tu sais, c'est le genre de jeu là, qui est... Si vous cherchez ce genre d'expérience-là, avoir des tensions, un peu essayer de convaincre les autres de faire telle chose ou telle autre chose, c'est vraiment bien fait. C'est assez simple comme jeu. Là, j'ai joué sur une vieille version qui était, bon, peut-être pas la plus belle que j'ai vue. C'est quand même un jeu, tu sais, je le connaissais de nom, mais je l'avais pas vu depuis longtemps en circulation. Donc, je sais pas si, je pense pas il est encore édité officiellement, mais pour les joueurs là, qui aiment ça, les jeux de zombies, jeux thématiques, les jeux, mais aussi où il y a de la tension et on risque peut-être de perdre des amis à la fin d'une partie. C'est le genre de jeu qui fait bien le travail. C'était assez tendu. Ouais, c'était assez tendu en général. À la fin de la partie, on était content que ça se finisse pour comme juste pouvoir intellectualiser sur ce qui s'était passé, genre, puis être Ouais, c'est émotionnellement un peu détaché de ça. Ça a comme fait du bien, genre. Ah, nice. Bon, ben, c'est peut-être un truc à essayer un jour. Ça me Mm. fait peur un peu les jeux de même, mais bon. Ouais, moi aussi, c'est pas mon genre, mais tu sais, j'étais quand même content de l'avoir essayé. Mon ami me l'a proposé une autre journée, j'ai fait, je pense pas que je suis prêt pour ça, on va jouer à quelque chose de plus tranquille, là. Cool. Ben, en fait, moi, j'ai pu
je jouais à un jeu que ça faisait extrêmement longtemps que je voulais jouer. En fait, que je voulais rejouer. Il s'agit du jeu Inhabit the Earth de Oh yeah. Richard Breeze, sorti en 2015. Richard Breeze, pour ceux qui le connaîtraient pas, c'est celui qui a fait Reef Encounter, Keyflower, bon maintenant Key London et toute la série des Key, Cathedral et Key Pier. Qui pire cette année, là? C'est ça C'est ça? exactement qui sort, qui prend un peu la même mécanique, je crois, d'enchère que Keyflower, mais dans un jeu complètement différent. Donc un auteur assez cool en fait. Inhabit the Earth, c'est un jeu, je crois, qui n'a pas peut-être été très populaire ou qui a été produit en relativement petite quantité. J'ai eu la chance de le trouver pour un bon prix, j'étais très excité, je me suis empressé de le prendre et j'ai fait plusieurs parties depuis déjà là, parce que c'est excellent comme jeu. C'est un jeu dans lequel on va bâtir des espèces animales, donc disons les prédateurs, les types d'oiseaux, les reptiles, ce genre de choses-là. Donc on va bâtir chaque joueur va bâtir toutes ces classes différentes d'animal-là et on va essayer dans le fond de dominer si on veut chaque continent. Chaque continent va être un petit plateau de jeu différent et on va essayer de dominer chaque continent en s'adaptant le mieux possible au continent sur lequel on est. Bien entendu, c'est un jeu quand même assez compliqué, là, donc je ne vais pas expliquer toutes les règles, mais en gros, c'est ça. La partie qui est vraiment intéressante, c'est que c'est un jeu de cartes dans lequel tes cartes vont se superposer, mais en éventail. Là, donc, il y a toujours une section de la carte qui va être visible. Donc, on va vraiment évoluer nos espèces. Tu sais, tu peux te faire... j'adore vraiment me faire des macaques surspécialisés qui vont dominer l'Océanie. Ça, c'est toujours une chose intéressante. Donc, c'est vraiment ce genre de choses-là que tu peux faire dans le jeu. Donc, tu peux faire une espèce de prédateur qui est fait pour... qui est bâti pour la fin de partie en Amérique du Nord, alors que tu peux te faire un oiseau qui est bâti pour le milieu de la partie en Afrique. Donc, tu joues vraiment sur comment tu bâtis tes espèces. D'une partie à l'autre, ça peut être très différent. C'est un gros jeu de cartes, là. Chaque carte a des pouvoirs différents. Euh, Très bien fait comme jeu, en fait. C'est sûr que visuellement, c'est peut-être pas le plus beau. Pour ceux qui ont déjà vu la boîte, dans le fond, Tabarnouche. Ouais, je c'est suis de d'accord avec l'art ça. naïf, si on veut. Là. C'est assez rudimentaire. C'est un Par jeu pour contre, enfants. Ça a l'air d'un jeu pour enfants, là. Sérieusement, là. ça a l'air d'un jeu pour enfants, effectivement, et c'est un jeu tu sais, extrêmement compliqué. En fait, je dirais les 2-3 premières parties qu'on a jouées, j'ai joué pratiquement toutes les parties avec les mêmes personnes, et on était paralysé du cerveau, là, parce que tu sais que tu peux le calculer, mais c'est trop difficile de le calculer. Fait que là, t'es comme, ah, je sais que je pourrais vraiment optimiser mon jeu, mais je peux pas le faire. Ça me prendrait 2 heures le faire. Puis, mais très intéressant comme jeu, là. Inhabit the Earth. Ouais, excellent. Ouais, j'avais fait une ou deux parties, je pense, avec toi quand on l'avait découvert il y a 2 ans. C'était vraiment solide comme jeu, là. Mais c'est sûr que du premier abord, c'est pas le jeu que t'as nécessairement envie d'essayer parce que même le plateau, pff, ouf, c'était assez Ouais, mais tu sais, ordinaire, hein. tu connais ma fascination pour les couvertures de jeux hors du commun, en fait. Déjà, juste ça m'attire, là. Tu sais, le jeu, il pourrait être pas si bon qu'il y aurait au moins un point de plus dans mon cœur à cause qu'il y a une C'est couverture c'est attrayante. probablement pour ça qu'on l'a essayé la première fois, là. Ouais, il y avait peu de gens qui voulaient jouer, mais moi j'étais comme non, non, il faut jouer à ça. Je savais même pas à ce moment-là que c'était l'auteur de Keyflower, puis je voulais Ouais, déjà jouer, en fait, juste à cause que la couverture était particulière. Inhabit ouais, the Earth. Alors, c'est le bien cas de le content dire. d'avoir pu mettre la main là-dessus et d'avoir eu la Yes. chance de faire quelques parties, là, parce que c'est un jeu qui vaut le détour. Alright. On peut passer à la prochaine chronique, je pense. Ouais, ben avant toute chose, je sais pas, tu sais, on avait fait un espèce de petit résumé des événements qui allaient avoir lieu là, en décembre et fin novembre-décembre dans le monde des jeux au Québec. Ouais. Il y a juste un petit événement comme ça qui me vient en tête, qui me semble intéressant à mentionner. C'est le 24 heures de jeu de la récréation qui va se tenir le 29 décembre. Euh, je crois y être partiellement. Alors, c'est un 24 heures de jeu, donc de midi à midi le lendemain, du 29 au 30. Il va y avoir des gens qui vont jouer pendant 24 heures.
C'est toujours le fun de voir des activités comme ça, surtout pendant le temps des fêtes. Des fois, ça, c'est l'occasion peut-être d'aller jouer à des jeux un peu plus éclatés ou peut-être à des plus gros jeux. Donc, c'était un événement, je pense, qui vaut la peine d'être mentionné. Ouais, ça c'est le 29. Ils font ça à chaque année, hein, je pense. Ouais, ouais, je crois que c'est un événement qui est récurrent. Je dois avouer ne jamais y être allé, mais cette année, on est en train d'organiser une petite délégation là, qui va peut-être y aller. Ça reste toujours à voir, hein, le temps des fêtes, c'est nébuleux. Mais je pense que pour les gens qui sont intéressés par ça, c'est un bel événement, là. Il va y avoir sûrement même une partie de Two Room and a Boom, Oh un jeu qui shit. ne se joue pas souvent. Wow. Ça va prendre la place au complet, ça, ce jeu-là. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est parfait, hein, là-bas, deux salles, c'est ce que tu veux, vont jouer à Two Room and a Boom. Les gens qui vont Ouais. être là, d'après moi, si tu les prends à 3 heures du matin, ça fait déjà 15 heures qu'ils jouent. D'après moi, tu peux les avoir pour une grosse partie, là. Excellent. On va aller essayer ça. Donc, je crois, comme tu disais tout à l'heure, que nous arrivons à un segment tout à fait particulier. Il s'agit de la critique du chef. Pour un chef, peu importe l'étendue de son talent, le plaisir ne vient pas de cuisiner, mais bien de cuisiner pour les autres. C'est l'heure de la critique du chef, avec votre chef, JF. Aujourd'hui, à la critique du chef, je vous parle du jeu Stop Thief. Stop Thief est une réédition du jeu de 1979 de Robert Doyle, dans lequel les joueurs vont incarner des agents secrets, des inspecteurs, si on veut, qui sont à la recherche de criminels. Plusieurs criminels seront de la partie, mais un à la fois, nous allons essayer de les attraper. Une fois qu'un criminel va être attrapé, nous allons révéler un autre, ainsi de suite. À chaque fois qu'un joueur va attraper un criminel, il va recevoir de l'argent et le joueur qui aura atteint un certain nombre d'argent, qui aura atteint un certain nombre, assez d'argent du moins pour prendre sa retraite, aura gagné la partie. En gros, la particularité avec ce jeu, c'est que à la base, Stop Thief, quand il est sorti, il venait avec une petite machine, un genre de téléphone des années 70, dans lequel, à chaque fois qu'on voulait faire une arrestation, on marquait les numéros, les coordonnées de l'arrestation dans cette petite machine-là, et avec des bruits très 8 bits, très années 80, ben, on se faisait dire si oui ou non nous avions attrapé le voleur. Évidemment, dans cette réédition de 2017, on n'utilise plus ce genre de petits gadgets dans les jeux, on utilise les gadgets modernes, les cellulaires. Donc, Restoration Game, qui est la compagnie d'édition de ce jeu, a créé une application dans laquelle vous allez pouvoir la télécharger et utiliser l'application pour jouer au jeu. L'application, elle est absolument nécessaire puisque le voleur, dans la partie, il ne sera jamais présent physiquement, il n'y aura pas de pion voleur. Ça va être l'application qui va déterminer la position du voleur et déterminer si nous réussissons une arrestation lorsque nous faisons cette action. Euh, le jeu il est vraiment, vraiment simple, vraiment efficace. J'avais pas joué au jeu d'origine, je le connaissais de nom, et j'avais vraiment hâte d'y jouer parce que c'est un jeu qui, aussi l'allure, le plateau, nous rappelle un petit peu les jeux là, comme Scotland Yard, donc des jeux un peu d'identité secrète. Dans celui-là, dans Stop Thief, la version d'origine, c'est un jeu de confrontation, donc on va tous être à la recherche du voleur dans le but de l'attraper en premier. L'autre mécanique de jeu là, importante, c'est que chaque joueur va avoir des cartes dans leurs mains. Dans ces cartes-là, il va y avoir des numéros. Le numéro, c'est combien de cases le joueur peut se déplacer, ainsi que possiblement un effet. Un effet peut varier un effet comme pouvoir passer à travers une fenêtre, ce qu'on ne peut pas faire en temps normal, ou déplacer un autre inspecteur de 4 cases, donc plus loin, ou recevoir un indice secret. Le, ce qui est le fun avec l'application, c'est que ben, c'est vraiment, vraiment clair ce qui se passe. On entend le bruit assez clairement. L'affaire, c'est qu'à chaque tour de chaque joueur, nous allons recevoir un indice de l'application. Donc, l'application est quand même beaucoup utilisée dans la partie. Et c'est peut-être ça le petit point faible que je dirais du jeu, c'est que l'application est assez énergivore. Ça va vous prendre une prise de courant pas loin pour te faire toute la partie.
Ce qui est aussi là, vraiment intéressant avec l'application, c'est que le jeu il est assez récent, il vient de sortir. Donc comme je disais, c'est une version confrontation, tout le monde on- on s'affronte dans le but d'être le premier à gagner la partie. Mais dans l'application, on peut voir qu'ils vont travailler sur d'autres modes comme un mode coopératif ou un mode un contre tous. J'ai bien hâte de voir les autres modes. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé mon expérience, quoique je trouvais que l'aspect de chance, le hasard de où se déplaçait le voleur, jouait beaucoup dans la partie et fait que le jeu est peut-être un petit peu moins stratégique que ce que je m'y attendais. C'est aussi un type de jeu qui, je pense, s'apprête mieux à être coopératif ou un contre tous, puisque c'est un jeu où on a toujours tendance à vouloir discuter, à vouloir essayer de réfléchir ensemble sur où est rendu le voleur et sur où sont ses possibilités de sa position actuelle. Ce qu'on peut pas vraiment faire quand c'est un jeu de confrontation, comme il est présenté dans la version de base, on veut que les autres sachent pas la même information que nous, on veut pas nécessairement leur donner notre information. Donc j'ai bien hâte de voir avec les autres modes, je pense que un beau travail de réédition malgré tout. Le jeu, il est vraiment très beau, vraiment bien fait. Le plateau, super bien fait. Les personnages aussi, il y a 6 personnages différents. Et je vous disais, on a des cartes avec des numéros, des effets. Ben, chaque personnage est différent, a des effets différents. Donc, il donne une petite rejouabilité aussi de plus. Donc, Stop Thief, c'est une recommandation. J'espère pouvoir essayer la version coop et la version un contre tous lorsqu'elle va sortir pour voir là, si vraiment Stop Thief pour moi c'est un incontournable ou si c'est peut-être un jeu finalement où la chance prend un petit peu plus le dessus sur la stratégie donc qui est peut-être un petit peu trop long pour ce qu'il est comme jeu mais à essayer définitivement donc ça c'était ma critique de Stop Thief. Oh, merci beaucoup, très cool. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que t'en pensais en fait de ce jeu-là. J'ai pas joué, mais bon, j'ai suivi cette réédition-là. Puis tout le long que t'en parlais, en fait, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'est le jeu Electronic Mall Madness. Quoi? J'ai aucune Qui idée est... c'est quoi. Désolé, tu sais, je passe à ça directement, mais ça, je pouvais juste pas en empêcher parce que je cherche ce jeu-là depuis plusieurs années déjà, en fait. Comment ça Euh, s'appelle? Electric. Electronic Mall Madness. Ok. Donc c'est un jeu à la base 1989. Un jeu électronique, donc un peu dans le même, tu sais, dans le même idée que Stop Thief ou le connu Dream Phone là, où tu essayais de trouver l'homme de tes rêves. C'était pas pire. Tu Oh pouvais my god. Juste Jason, pour... Mike, Bruce, Spencer, Steve, Alan, en tout cas. Mais c'est moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est Mall Madness en fait. Euh, Ouais, un jeu pour jeunes filles. ben non, mais peu importe c'est pour qui en fait, c'est que tu te promènes dans un centre d'achat et en fait il y a une espèce d'intercom qui t'annonce les spéciaux, puis là tu cours dans le centre d'achat, tu vas d'un magasin en spécial à l'autre et Pourrait tu le sais il y avait rééditer, une pourrait le rééditer sous forme Black Friday. oh, Nightmare, genre. ça serait bien ça. Mais en plus, sur BGG, il y a un mode, tu sais, homemade, là, pour ce jeu-là, Mall Madness, où ils en ont fait un jeu de zombies, où justement, t'es en train d'essayer de te sauver des zombies dans le centre d'achat. Excellent. Donc, tu sais, c'est que le plateau, il est vraiment fou, là. Il est en 3D avec le système électronique intégré à l'intérieur. T'as une espèce de carte de crédit dans laquelle tu vas, tu la mets, puis là, ça te dit «Ah, t'as reçu de l'argent», tu sais, ou peut-être t'en as pas reçu, c'est un peu le hasard, mais dans le fond, pour aller chercher plus d'argent, tu mets ta carte dans le truc électronique, puis c'est quand même assez cool comme truc, C'est là. l'apogée des jeux gadgets, là. Ouais, c'est ça. Mais il a été réédité jusqu'en 2008, je pense, ce jeu-là, là. Ah ouais. Donc, tu sais, peut-être que je peux être patient puis attendre. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un jeu Milton Bradley, là. Donc, on pourrait trouver ça peut-être au Walmart pour 15$ s'ils en font une réédition. En tout cas, j'espère que oui, je pourrais avoir la chance de vous en parler. Peut-être que tu pourrais même faire une critique là-dessus. Ouais, j'ai bien hâte de l'essayer d'ailleurs. On est à la recherche dès maintenant. Ok, alors si vous l'avez, en fait, on serait bien intéressé à faire une partie. Euh, on est rendu maintenant à parler donc du sujet principal de l'épisode, les jeux de majorité.
Jeff, je pense que tu avais un peu défini la chose par rapport à qu'est-ce qu'on disait par un jeu de majorité. Ouais, exactement, parce que les jeux de majorité, ben, on a souvent tendance à penser que c'est seulement des jeux de confrontation ou des jeux de combat. Ben, évidemment, les deux types de jeux sont assez liés. Je pense même qu'un type, donc le jeu de combat avec des jeux comme Risk, a mené à des jeux plus de majorité, mais pour moi, c'est quand même deux choses un peu différentes. On peut dissocier les deux parce que on pourrait voir un jeu de combat dans lequel il n'y a pas vraiment de majorité, comme dans le jeu King of Tokyo, ou des jeux de majorité dans lesquels il n'y a pas vraiment de combat, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment faire perdre des unités ou des choses à l'adversaire. Je pense à un jeu comme Las Vegas. Euh, donc, pour moi, un jeu de majorité est vraiment défini selon laquelle nous allons avoir des territoires ou des ensembles d'objets dans lesquels nous essayons d'avoir des majorités, que ce soit en ayant le plus de cartes, le plus de jetons, le plus de personnages sur ce territoire-là. Et à certains moments durant la partie, il va y avoir, on va évaluer des territoires ou des ensembles d'éléments. Et à ce moment-là, ben, le joueur qui va avoir le plus de cet élément-là va remporter généralement une récompense. Et possiblement le deuxième ou même la troisième personne à avoir des éléments de ce type-là, ben, va peut-être aussi avoir des récompenses. Donc, c'est un jeu où on va essayer d'avoir des majorités à certains moments de la partie sur différents ressources, territoires, euh, monnaies, donc un peu n'importe quoi. C'est beaucoup, là, c'est sûr que quand on pense aux jeux de combat, de confrontation, on va beaucoup penser à des jeux où ben, on va essayer d'avoir le contrôle de territoire et à un certain moment dans la partie, si on a le contrôle, ben, on va faire des points. Euh, donc, des jeux marquants un peu de ce genre-là, ben, c'est sûr que je voulais parler un peu de diplomatie de risque, sorti en 1959, parce que pour moi, eux, ce sont plus des jeux de confrontation, de combat que de majorité. Mais en réalité, c'est un peu ce genre de jeu-là qui a mené vers des jeux de combat avec, avec des majorités d'une certaine façon. Donc c'est quand même des jeux assez piliers qui ont inspiré les autres jeux à venir. Ensuite, il y a un jeu un peu obscur, mais qui avait à l'intérieur de ce jeu-là plusieurs mécaniques assez révolutionnaires pour l'année. C'est le jeu d'Imaker de 1986. Un jeu dans lequel, oui, il y a plusieurs mécaniques, dont une mécanique importante de majorité, puisque c'est un jeu de politique. Et nous essayons de gagner le plus de sièges au gouvernement pour être ben, le gouvernement élu du pays. Euh, Ensuite, d'autres jeux marquants là, dans les jeux de majorité, c'est, je pense, le plus marquant, ça va être le jeu El Grande, sorti en 1995. Grande qui est un jeu qui propose beaucoup de territoires dans lequel on va aller déplacer nos troupes, essayer d'avoir des majorités à certains moments durant la partie. Donc, c'est vraiment un peu un des premiers vrais si on veut, jeu de majorité, un des exemples à suivre que beaucoup de jeux se sont inspirés par la suite. De Wolfgang Kramer, d'ailleurs, un auteur assez célèbre, qui par la suite ben, a sorti le jeu Tikal 1999 aussi, qui en plus un peu inventé la mécanique de points d'action, parce qu'on va avoir des points d'action qu'on va pouvoir dépenser sur différentes actions durant la partie, ben, il réitère avec cette mécanique de majorité dans laquelle on va aller découvrir des tuiles, découvrir la jungle pour découvrir des temples et essayer d'être majoritaire sur les temples les plus élevés pour faire le plus de points. Et il a continué par la suite avec un autre dans sa trilogie des masques qu'on appelait Mexica, sorti en 2002. C'est un autre jeu quand même assez marquant de cette série-là. Ensuite, Martin Wallace, un des jeux très marquants de lui au niveau des majorités, c'est Struggle of the Empire. Un jeu plus sur la conquête coloniale dans lequel nous allons essayer de conquérir les territoires, avoir des majorités sur les nouveaux territoires coloniaux, mais aussi essayer de conquérir les petits territoires d'Europe encore vacants, des superpuissances. Un jeu ensuite qui a assez intéressant qui est sorti en 2005, qui a été réédité d'ailleurs en 2015. C'est le jeu Mission Red Planet. Il y a même un jeu de majorité, mais avec quand même un aspect de confrontation assez faible. C'est un jeu vraiment de rôle d'identité secrète. Non, c'est pas un jeu d'identité secrète, c'est plutôt un jeu
simultané où on va avoir les mêmes cartes en main, mais on va jouer des cartes différentes peut-être d'un tour à l'autre et on va jouer de façon simultanée dans le but d'aller placer nos astronautes sur la planète rouge, sur Mars et essayer de gagner le plus de territoire possible. Euh, donc Mission Red Planet qui s'est vu réédité, vraiment une belle édition. On aura probablement l'occasion d'en reparler tantôt, mais qui est quand même un des bons exemples des jeux, là, que c'est pas tant un jeu de confrontation, vraiment axé sur la course aux majorités, sur amener le plus de d'astronautes possible. Ensuite, ben, deux jeux marquants pour moi dans ce domaine-là, dans cette mécanique-là de majorité, c'est évidemment le jeu Twilight Struggle, qui amène une autre mécanique là, de cartes assez intéressante. C'est un deux joueurs aussi comme jeu, mais qui amène ce côté de, oui, c'est un jeu de guerre, mais on se fait pas vraiment la guerre parce que c'est plus de l'influence qu'on va placer sur les territoires. Et finalement, le jeu Dominion Species, donc deux jeux sortis par la même compagnie GMT qui sont assez spécialisés dans les jeux ben, des wargames typiques, classiques, ils en ont sorti énormément. C'est deux de leurs jeux qui sont des wargames, mais vraiment plus considérés comme des jeux de société, des jeux de plateau, avec un aspect évidemment de confrontation, mais un aspect fort de majorité. Donc c'est un petit peu les quelques jeux marquants que j'ai notés là, durant les dernières années, qui a un petit peu influencé et nous a amené aujourd'hui là, à avoir une panoplie de jeux de majorité de tous les types, et c'est quand même un style de jeu assez populaire, là. Oh, je pense que ça fait un bon survol historique quand même des jeux de majorité. Euh, Au final, je dois avouer que c'est peut-être plus ou moins mon genre de jeu. Il y a certains jeux dans lesquels tu as nommé que j'apprécie particulièrement, mais il y en a beaucoup que j'ai même jamais joué en fait. Ouais. Donc c'est sûr que pour les mentions honorables, je vais surtout t'appuyer dans la description de certains de ces jeux-là. J'ai quand même mon top 5, mais je crois que ça va être assez maigre pour moi. Ben ouais, ouais, y a pas de problème. Écoute, des jeux de majorité, tu sais, j'en ai non plus, c'est pas nécessairement le style de jeu là, que je joue le plus, mais on a quand même essayé plusieurs de vraiment différents types qui sont vraiment intéressants. D'ailleurs, un que j'aime beaucoup qui est sorti en 2014, c'est le jeu Royal. Le jeu Royal, c'est un jeu de majorité dans lequel on va essayer de prendre le contrôle de villes et de nobles dans ces différentes villes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une majorité sur le plateau, donc de territoire, mais il y a aussi une majorité sur les personnages. Donc il y a comme 9 personnages en jeu, et plus on va aller dans les villes d'un type de personnage, ben, plus on va gagner la ville, mais aussi la majorité sur ce personnage-là. Ce que je trouve le fun avec Royal, c'est que c'est un jeu mécaniquement qui est très simple et qui ressemble un petit peu, qui prend les principes de la mécanique de les aventuriers du rail, dans lequel ben, tu as des cartes de couleurs, les cartes, il y a 4 couleurs, puis c'est quand tu vas jouer ces cartes-là qui va te permettre d'aller placer ton influence sur le plateau. Donc les tours sont assez rapides parce que ton tour, tu piges des cartes et si tu veux, t'en joues pour aller rajouter des majorités, sinon tu as juste pigé des cartes, c'est tout. Donc le jeu il roule, c'est assez et puis, tu sais, c'est assez rapide comme jeu, là, mais ça reste un jeu d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures malgré tout. Mais c'est un jeu qu'on n'a quand même pas entendu tant que ça parler, mais je suis bien content de voir là, édité en 2014 parce que je pense qu'il remplit vraiment le tout là, d'un jeu de combat parce qu'il y a quand même des façons d'aller se bloquer, d'aller enlever de l'influence. Donc, il y a cette espèce de confrontation-là qui est pas trop présente, puis au bout du compte, il y a beaucoup d'autres façons d'aller gagner des points de victoire et de l'influence. Donc, ça, c'était le jeu Royal 2014. Ça dit quelque chose, ce jeu-là, Simon? Ben, je l'ai vu passer, mais je n'ai jamais eu la chance d'y jouer. Alright, ben, écoute, ça, c'est un bon petit jeu, ça vaut vraiment la peine. Moi, je trouve qu'il remplace peut-être un autre jeu qui est un gros classique, puis je veux pas dire qu'il est moins bon, ce gros classique-là. C'est le jeu Small World. Ça, tu dois bien connaître ça un peu. Oui, oui, Small World, absolument. Je te dirais que dans ma tête, c'est plus un jeu de confrontation que de majorité, mais ça fait assez longtemps que j'ai pas joué. Ouais, en effet, c'est ce genre de jeu un petit peu à la limite entre les deux. Ça reste que à la fin d'un tour de chaque joueur, ben, tu vas compter tes territoires, tu vas faire tes points par rapport à ça. Donc, clairement, tu vas avoir des majorités. Et aussi, ben, la particularité de ce jeu-là, c'est que, ben, dans le fond,
peux pas être deux personnes sur le même territoire. Pour envahir un territoire, il faut juste que tu aies plus de jetons qu'un autre joueur. Fait que si t'en as Hmm. plus, ben c'est un aspect de majorité. Puis l'autre joueur, il part le combat. Il y a même pas, il y a pas de dés qui sont lancés, il n'y a pas de combat, là. Si j'en ai plus que toi, ben je prends le territoire. Euh, donc cet aspect-là, pour moi, c'est ce qui fait un peu le jeu, parce qu'il n'y a pas. C'est un jeu de confrontation avec pas de dés, tu sais. Ouais. Je trouve que ça, c'était une belle variante. Puis aussi, ben, le jeu il est vraiment original, là. Tu sais, c'est un classique. Je vais pas tant en parler, mais tu sais, l'aspect du fait que tu commences avec une faction et durant la partie, il va falloir que tu changes de faction, peut-être une, même deux fois. Et chaque faction a des pouvoirs qui vont varier Ben, d'une en game plus, à c'est que c'est l'autre. toujours tu sais, deux factions qui sont mélangées ensemble, hein. Fait que tu peux jouer Ouais, ben c'est une les faction et un vampires de la pouvoir spécial. forêt. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que ça crée toujours des combinaisons. Ben, pas toujours, mais ça crée vraiment beaucoup de combinaisons différentes, là. Ben c'est ça exactement. Donc c'est un jeu qui est pas pour rien qui est devenu un classique là, depuis qui est sorti en 2009 parce que c'est Mais le il y a encore des versions qui sortent de ce jeu-là, des des extensions et tout. nouvelles, ben ouais, des extensions, mais les extensions, c'est pratiquement tous des stand-alone, là. T'as pas besoin, c'est pas réellement des extensions, c'est comme Ok, le ouais. même jeu, mais fait dans un autre setup. Mais là, ils ont sorti un truc qui était comme les tunnels, ou je sais pas trop, qui te permettait de connecter deux jeux ensemble. Ouais. Donc, c'est toujours un peu des réimplémentations du jeu avec des nouvelles races dans des nouveaux scénarios différents, des nouvelles thématiques. Ouais, exactement. Donc, il fournit un large éventail de rejouabilité. Et ben c'est ça, pour moi, c'était un peu le remplacement à risque. Tu sais, quand le monde voulait jouer à des jeux comme Oui. ça de confrontation, ben, pour moi, pendant longtemps, Small World était la référence. Maintenant, ben, j'ai peut-être d'autres références, mais ça reste quand même un jeu que je recommande, surtout pour ceux qui l'ont jamais essayé. C'est sûr que ça va être un jeu qui va être apprécié vraiment des gens qui aiment beaucoup les jeux de combo, d'effets, de pouvoir. Tu sais, ça rappelle pratiquement un jeu de cartes de combo, un peu à la Smash Up, mais en jeu de société. Tu sais. Absolument. Sinon, ben écoute, il y en a quand même plusieurs que j'aimerais parler, mais j'aime ça parler de ceux qui sont un peu particuliers parce que Ben ouais, c'est ça qui est intéressant. il y en a un qui j'ai joué qu'une seule fois, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir refaire d'autres parties parce qu'il était super intéressant. C'est le jeu, s'appelle Nippon, sorti en Oh, 2015. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de pas y avoir joué, dont moi, tu sais, ça avait l'air tellement beau comme jeu, là. Ouais, exact. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu de majorité de gestion de ressources et d'engins économiques. Parce qu'on va comme construire un engin économique qui va nous produire des ressources et ça va être les ressources qui vont nous permettre de gagner des majorités sur les territoires. Donc c'est ça qui est vraiment particulier avec ce jeu-là. Ça reste du. On s'entend que c'est quand même assez massif là, comme jeu. On parle d'un 2 à 3 heures de jeu stratégie plutôt intense. Parce que tout comment tu dois prévoir ton engin, les ressources que tu vas vouloir produire par rapport au territoire, par rapport à ce que tu penses que les autres vont faire, parce que si tu produis un type de ressources que tu n'as plus besoin parce qu'un autre joueur est venu sur ce territoire-là avant toi, ben, t'as un peu comme perdu des tours. Donc, il y a comme une grosse prévision qu'il y a à faire. Mais un des trucs qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de ressources dans la partie, mais tout se fait avec des cubes noirs. Dans le fond, tu fais juste déplacer tes cubes sur les industries, puis selon ton cube et sur quelle industrie, c'est une ressource. Fait il n'y a pas de 1000 ressources différentes. Tu sais. Le système est tellement clever, tellement bien fait, tellement encadré, que j'ai vraiment, vraiment envie d'y rejouer. C'est sûr que, bon, c'est un jeu, il faudrait que je me reclaque les règles au complet. Ce sera pas si facile, mais j'ai vraiment envie de refaire une nouvelle partie. J'avais eu des super bons souvenirs de ce jeu et c'était tu sais, avec cette mécanique de majorité, gestion de ressources, engin économique, je crois que c'est un mix assez intéressant de mécaniques qui étaient trop peu souvent mis ensemble. Là. Ah ouais, ben en tout cas, je suis encore jaloux de pas y avoir joué. Je me rappelle encore la fois où tu y as joué, en fait. Je me rappelle plus à quoi moi je jouais, par contre. Inhabit the Earth. Ah, ben là, dans ce cas-là, ok, ça fait si longtemps. Ah, ben, ok, je Ouais, regrette pas, hein. c'était le même moment, c'était le même moment. Ouais, c'était la même fois. Ok, Ouais. bon, magnifique. Inhabit the Earth. Sinon, dans peut-être un petit peu plus léger, j'aimerais ça parler, tu sais, de qui ce mot? Du Le docteur! docteur! Un jour, on va être synchro, on va se pratiquer. Le docteur Kinesia, 1998, il nous sort le jeu Le Samouraï. docteur Kenidia.
qui est un jeu de majorité, mais pratiquement de stratégie abstraite, dans lequel nous allons essayer de conquérir le Japon. Et dans le Japon, il y a plusieurs villes sur lesquelles il y a différents totems. Il y a 3 types de totems dans la partie. Et ben, les joueurs, nous avons des tuiles. Sur ces tuiles-là, ça va nous représenter ben, quelle majorité on peut avoir. Donc, si je place une tuile à côté d'un Bouddha, ben, si sur ma tuile, il y a de l'influence 2 Bouddha, ben, ça va me donner de l'influence sur ce totem-là. Et lorsqu'une ville elle est entourée de jetons des joueurs, ben, on regarde le joueur qui a le plus de majorité dans le totem actuel. Donc, disons, on est en train d'évaluer une ville qui a un Bouddha. On va regarder le joueur qui a le plus d'influence Bouddha et ce joueur-là va remporter le totem. Et on va faire ça à multiples reprises pour toutes les villes qui se trouvent, ou pratiquement toutes les villes qui se trouvent en jeu. Mais la grosse twist là, de ce jeu-là, c'est que, je vous ai dit, il y a 3 types de totems, là. Il y a le riz, le temple et le Bouddha. Et à la fin de la partie, secrètement, là, durant toute la partie, on a accumulé ces totems-là. Et à la fin de la partie, on va regarder si on est majoritaire dans un des 3 types de ressources. Donc, est-ce que je suis majoritaire? Est-ce que c'est moi qui en ai le plus dans les Bouddhas, dans les totems ou dans le riz? Et si oui, ben, j'ai accès à pouvoir gagner. Si je n'ai aucune majorité, j'ai juste perdu. Même si j'ai plus de totems que les autres, si j'ai aucune majorité, j'ai perdu la partie. Ensuite, parmi les joueurs qui ont réussi à avoir une majorité, ben, on va leur totem de majorité, donc disons moi j'ai eu une majorité sur les Bouddhas, ben, je les mets de côté et je compte tous mes autres totems et ça c'est mes points. Donc ce qui est vraiment particulier dans ce jeu-là, c'est que oui, tu veux absolument accumuler plein de totems d'un même type parce que tu vas avoir une majorité, mais en même temps, même si tu as une majorité et que tu as juste ce type-là, tu as 0 points. Donc il faut aussi que tu accumules d'autres types, mais tout en t'assurant d'avoir au moins une majorité. Vraiment, un jeu du docteur, ça paraît, c'est mathématique. C'est un jeu cruel. C'est un jeu, ah ouais, exact, puis c'est, des fois tu penses avoir une majorité, finalement c'est en égalité, il y a personne des deux joueurs qui a la majorité, donc ça peut faire très mal à ta stratégie, là, quand tu calcules un petit peu moins, quand tu as perdu le compte, mais en théorie, tu es capable de garder le compte, tu sais combien il y a de totems, tu sais combien de joueurs tu joues. Donc, tu es capable un petit peu là, de garder le compte et savoir si tu as une majorité. Mais bon, ça reste très mathématique, très, très, très serré comme jeu. Ça, c'est le jeu Samouraï. Il a été réédité d'ailleurs il y a quelques années, mais c'est un jeu de 1998. Ouais, le docteur, un Le- être mesquin. Ouais, non. C'est quoi ça? Oups. J'ai-tu encore le temps pour en parler de quelques-uns? Bah, vas-y pour un ou deux peut-être. Je vois que t'as des jeux plus récents dans ta liste. C'est peut-être des jeux qui seraient intéressants de voir. Des jeux plus récents, ouais, 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 ben, je pense que tu parles entre autres du jeu Viral. Le jeu Viral, je pense que j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'en parler un petit peu, mais c'est un jeu de majorité dans lequel nous essayons de prendre la majorité d'organes d'un corps humain. Parce que nous sommes des virus et nous essayons de un peu shut down le système et essayer de d'envahir le système humain le mieux possible sur le plus d'organes possible pour faire des points. Donc, dans la partie, il y a 5 tours. À chaque tour, nous allons évaluer chaque organe un après l'autre pour voir qui a le plus de microbes dans ces organes-là et donc qui fait des points de majorité, mais aussi qui reçoit des points de virus, pardon, de vaccin, parce qu'à un certain point, quand ton échelle de vaccin va être rendue au maximum, ben, tous tes microbes en jeu vont disparaître parce que le corps humain va avoir reçu ton vaccin et donc ben, tout va disparaître. Il va falloir que tu reviennes en jeu, essayer de conquérir d'autres organes et essayer de survivre et tenter de faire évidemment le plus de points possible. C'est un jeu vraiment intéressant au niveau de sa mécanique, ben, surtout au niveau de sa thématique, parce que c'est pas ce genre de thème-là, c'est pas un genre de jeu qu'on voit assez souvent, et il est vraiment bien réalisé, c'est pas, tu sais, c'est un peu cartoon, donc c'est pas bizarre de voir tous les organes d'un corps humain sur un plateau de jeu. C'est quand même pas si pire. C'est bien amené. Puis, ben, tous les réseaux sanguins, c'est ce qui permet de circuler, donc de changer de changer de lieu d'organe en organe. C'est vraiment une belle réalisation. Vraiment pas si compliqué comme jeu de majorité. Très intéressant au niveau mécanique et thématique. Donc ça, c'était le jeu Viral. Ouais, en fait, j'ai failli jouer à Viral récemment. Je me suis assis, j'ai lu toutes les règles. On était dans une convention, au LAL d'ailleurs, on en a déjà parlé un petit peu. J'ai lu les règles et après j'ai dit, ah non, trop violent.
trop violent. Ah ouais, ah ouais. T'es sérieux? Ah, tu sais, c'est le genre de jeu, hein, tu sais, des jeux de confrontation où c'est un thème tout gentil, mais en réalité, c'est un jeu de guerre déguisé, là, où tu t'engueules avec le monde autour de la C'est pas table. si pire que ça. Puis pour vrai, il y a pas de... Tu sais, tu peux pas vraiment tuer un autre joueur, tu peux pas vraiment attaquer, là. Tu peux l'absorber pendant un tour, là. C'est le mieux que tu peux faire, Ouais, là. Tu sais, mais c'est pour... l'absorber. C'est ça, tu l'absorbes. C'est un crabe qui absorbe un autre crabe. C'est quand même... mais c'est une bonne mécanique, ça a l'air de rien, mais c'est une petite mécanique super intéressante, justement, pour cet aspect de majorité-là. Euh, mais bon, t'aurais de... En tout cas, si t'as la chance, essaye-le. Quand même, c'est assez intéressant. Ouais, ouais, non, c'est clair, puis le jeu, il est magnifique aussi, là, comme tu dis, tu sais, c'est très bien représenté, le corps humain, la thématique est vraiment intéressante, en fait, là, c'est ce qui m'avait attiré à ce jeu-là au départ, là. Mhm. Génial. J'ai plus vraiment de jeux récents, là. Je pense qu'on peut passer au top 5. Ouh, le top 5. Ok, alors, le top 5 de nos jeux de majorité. Numéro 5. Mon numéro 5 se retrouve un peu plus haut sur la liste de Simon, donc je vais attendre un peu. Surprise, surprise. Mon numéro 5, il s'agit du jeu Québec, sorti Oh. en 2011, designé par Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. C'est un jeu québécois d'ailleurs, édité par le Scorpion Masqué, qui sortait un peu de son cadre habituel de jeu de party et tout ça. Québec, c'est un gros jeu qui inclut plusieurs mécaniques différentes, du worker placement, de la construction de tuiles, et plein d'autres mécaniques variées, et dans lequel il y a une très belle mécanique de majorité. Québec, juste pour une petite parenthèse là-dessus, selon moi, c'est un jeu extrêmement sous-estimé. Par contre, je réalise qu'il est dans le top 1000 sur BGG, ce qui est quand même, tu sais, pas pire, on s'entend. Le top 1000, il y a juste 1000 jeux dans ce top-là, donc c'est pas tant que ça. Mais je pense quand même que c'est un jeu sous-estimé qui a peut-être pas nécessairement eu, tu sais, l'exposition qu'il aurait dû avoir, ou qui était peut-être un peu trop funky si on veut, mais un jeu encore aujourd'hui là, que je me plais beaucoup à jouer, qui est très original, qui a pas du tout mal vieilli et qui est très bien designé. Pour ce qui est de la mécanique de majorité, en gros, pour faire ça rapidement, au fil de la partie, les joueurs vont mettre leur cube de leur couleur dans les quatre coins du plateau. Et bon, chaque coin du plateau représente une zone d'influence. Et en fonction du tour dans lequel on est, dans le jeu, il y a quatre tours, quatre rondes si on veut. En fonction de la ronde dans laquelle on est, un coin va être dominant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la majorité dans un coin. On va regarder, ok, dans ce coin-ci, il y a 4 verts, 2 jaunes, 5 rouges. Donc les rouges sont majoritaires. Et on va transférer tout l'extra, non, la moitié du joueur majoritaire, donc mettons que le rouge en avait 5, on va en transférer 2 dans l'autre coin. Et les coins vont être résolus comme ça, dans le fond, un après l'autre, les 4 coins. Mais à chaque fois, on a la chance de cascader des unités d'un coin à l'autre si on est majoritaire dans un territoire. Fait que c'est très intéressant à calculer pendant la partie. Ok, fait que lui il va cascader là, donc moi je vais être majoritaire ici, je vais réussir à cascader là. Donc le but bien entendu quand tu es majoritaire dans le premier coin qui va être scoré cette ronde-ci, ben tu as la chance de cascader très loin. Euh, c'est sûr que ça c'est vraiment pas le jeu, là. Le jeu est beaucoup plus vaste, mais c'est une très belle mécanique de majorité, là. Ouais, c'est vraiment cool comme jeu. Ça fait longtemps que j'y ai joué. Ça met aussi en scène un peu la construction de la ville, parce que c'est ce qu'on va faire, hein, construire des bâtiments durant la partie. Ouais, en fait, c'est 400 ans d'histoire de la ville de Québec. Chaque ronde dont je parlais tout à l'heure représente 100 ans. Et tu sais, les bâtiments que tu vas construire dans les années 1600, c'est des bâtiments qui ont été construits à Québec dans les années 1600. Donc, il y a vraiment une... La thématique est vraiment présente, même si, bon, quand tu joues, c'est pas nécessairement la chose qui t'accroche le plus. Ça reste que c'est pensé. Je crois d'ailleurs que les deux designers qui ont travaillé là-dessus ont des formations en tant qu'historiens, là, si je me trompe pas.
Ouais, exact. Puis cette mécanique de cascade qu'on n'avait pas vu dans beaucoup de jeux, en fait, dans probablement aucun autre jeu là, qui me vient comme ça, qui est assez particulière. Et t'as raison, c'est un jeu qui a passé un petit peu inaperçu, peut-être. C'est quoi, c'est 2008, je pense, le jeu? 2009? 2009, si je me trompe pas, 2009, ouais. ouais. Peut-être était un peu avant-gardiste pour le style. À 2011, désolé. 2011, ok. Bon. Mais Ouais. malgré Mais tout, là, il y a plusieurs mécaniques vraiment uniques dans ce jeu-là. En fait, c'est un jeu à découvrir là, pour ceux qui ont jamais eu la chance de jouer. Là. Je pense que ça, surtout un jeu qui est fait ici, tu sais, par ouais. des designers qui n'ont pas nécessairement fait énormément d'autres jeux. Je pense que c'est vraiment comme une pièce unique là, dans l'histoire du jeu au Québec. Là. Ouais, un des plus gros jeux de stratégie, là, d'ailleurs. Absolument. Numéro 4. Mon numéro 4 est le jeu Blood Rage. C'est comme ça qu'on doit le prononcer, je pense, Oh, c'est un officiellement. jeu de viking, ça, non? Et voilà, gros jeu de viking, de confrontation, mais de majorité aussi, dans lequel, ben, c'est un jeu de l'auteur Eric Lang et on peut voir que ce jeu, c'est fait par un auteur d'expérience, mélange plusieurs mécaniques, dont la mécanique du draft à chaque début d'âge. Il y a 3 âges dans la partie. Et nous allons donc spécialiser notre faction de Vikings dans le but de essayer de prendre des majorités, de conquérir des territoires et aussi se sacrifier au combat pour le Valhalla et donc gagner des points d'honneur parce que c'est ça qui est important dans le jeu Blood Rage. C'est à chaque fin d'âge, dans le fond, il y a 3 âges, à chaque fin d'âge, il y a un territoire qui va être conquis, qui va être détruit complètement et les joueurs qui vont être dans ce territoire-là vont apporter des points. Donc c'est plus moi un jeu de majorité, tant qu'à moi, mais il y a cet aspect de majorité là, à chaque fois qu'on va faire un combat, parce que pour un territoire, il y a du loot, il y a un objet à prendre sur chaque territoire, et quand il y a un combat, ben, le joueur qui va être majoritaire va obtenir ce bonus-là qui va nous permettre d'améliorer notre faction. Vraiment un jeu vraiment bien fait. Je trouve que ce qui est le fun dans le jeu, c'est que c'est un jeu malgré tout quand même de points de victoire. Même s'il y a, oui, un combat, il y a cet aspect de confrontation, de devoir détruire l'adversaire, mais ça se peut que tu te sois construit ta faction de sorte que perdre des combats, toi, ça t'avantage, tu veux ça, parce que ça te donne peu de points de victoire. Donc, il y a ce double aspect, il y a plusieurs stratégies possibles et la mécanique de draft fait en sorte que c'est vraiment intéressant. Chaque partie va être différente selon ce que tu as en main, ce que tu as pu récupérer. Donc pour moi, numéro 4, le jeu Blood Rage. Ben oui, je pense que tu l'as bien décrit. Blood Rage, c'est réellement un des très bons jeux de confrontation qui est sorti dans les dernières années. Là. Je pense qu'on avait déjà parlé d'ailleurs de la particularité que t'es pratiquement content à certains moments que tes unités se fassent tuer. Hein. C'est des vikings, ils veulent aller au Valhalla. C'est ça Ouais. l'objectif d'un vrai viking. Exact, puis tu sais, on n'a pas, là-dedans, on n'a pas dit à quel point le jeu, les figurines sont magnifiques. Ah ouais, ouais, Vraiment, le jeu il est superbe. Là. un gros jeu, tu sais, quand même beaucoup de figurines, des grosses figurines, des espèces de computers qu'on va pouvoir acheter durant la partie qui rejoignent notre action. Ils sont massifs et font du dégât. C'est assez impressionnant. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, tu sais, dire que les jeux de majorité de confrontation, peut-être pas le genre de jeu qu'on joue beaucoup, mais celui-là, tu sais, je serais prêt à le rejouer un peu n'importe quel. Ouais, ouais, ça marche très bien, c'est pas très long non plus, c'est fluide, puis il y a Exact. quand même une bonne part de stratégie. Là. Ouais, exact. Mon numéro 4, il s'agit du jeu King of Siam. Ouh, old school. Ouais, King of Siam, sorti en 2007 au départ, et vient tout juste d'être réédité sous le nom de The King is Dead. Je crois qu'ils ont un peu changé la thématique. À la base, King of Siam, bon, ça se passait au Siam en 1874. Le Siam, dans le fond, c'est une ancienne, peut-être encore, je suis pas un spécialiste, mais une région de la Thaïlande. À ce moment-là, il y a une genre de guerre civile qui se passe entre deux clans. Et bien entendu, ben, c'est une genre de colonie anglaise, donc les Anglais sont impliqués là-dedans.
Et la particularité de ce jeu-là, c'est un jeu de majorité, mais dans lequel les joueurs veulent pas nécessairement la majorité pour eux-mêmes, en fait, parce que on peut jouer des cubes de n'importe quelle couleur. Donc, soit des cubes, y aura dans le fond 3 couleurs dans le jeu, les jaunes, les rouges, les bleus. Ça représente chacun des clans qui est en guerre pour la région de Siam. Une des particularités de ce jeu-là, en fait, qui était sorti il y a quand même un petit moment, c'est que le nombre recommandé de joueurs, c'est 3. Ouais, c'est vrai. Maintenant, bon, on tend plus vers le 5, le 6, mais à ce moment-là, des jeux à 3 et même maintenant des jeux à 3, c'est... Il y a très peu de jeux qui se jouent à 3 joueurs, là. Ben, du moins qui sont faits tu sais, parfaitement pour 3 joueurs, dans le sens qu'il y en a plein qui jouent bien à 3, mais un jeu qui, tu sais, c'est idéalement tu joues à 3. Ce jeu-là se joue jusqu'à 4, mais tu veux pas jouer à 4, tu veux jouer à 3, tu sais. Non, ça, puis tu veux pas nécessairement jouer à 2 non plus, tu veux jouer à 3. C'est comme le jeu, il a été bâti pour ça. Ouais, Donc c'était une des particularités du jeu là, qui fait qu'il est assez spécial. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu de majorité, mais dans lequel on joue pas nécessairement notre couleur. Donc on va jouer les clans, les différents clans. Et c'est plus subtil un peu que juste mettre tes propres cubes. Donc il y a une ouais. certaine stratégie parce que les autres joueurs savent pas de quelle façon tu vas essayer de faire tes points. Donc ça l'amène quand même une belle ingéniosité là, Ouais, dans les mécaniques. ouais, je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé ça, assez solide comme jeu. Numéro 3. Mon numéro 3, c'est le jeu Mission Red Planet Second Surprise, Edition. surprise. Oui, et voilà, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ben, c'est un jeu de conquête de la planète Mars dans lequel nous allons envoyer nos astronautes conquérir les territoires dans le but d'avoir des majorités sur les territoires et donc remporter les ressources de ces territoires-là. Faut dire que les territoires vont rapporter des ressources plus ou moins glorieuse, là, si on veut dire, plus ou moins de points, dans le fond, qui nous rapportent ces ressources-là. Donc, il y a clairement des territoires plus payants que d'autres, donc ça va être vraiment plus par la majorité, donc par déplacer des foules, des masses d'astronautes dans ces territoires-là. Plutôt, il y a un petit aspect de combat, si on veut, là. Des fois, ça va être possible de détruire ou de tuer des astronautes des autres joueurs, mais c'est pas l'aspect principal du jeu. Ça va être vraiment une course aux majorités à essayer de posséder le plus de territoire pour rapporter le plus de ressources possible. C'est assez classique dans le genre aussi. 3 fois durant la partie, il y a 3 phases précises dans lesquelles nous allons faire les points des territoires. Et ben, l'autre truc, comme je l'ai mentionné, c'est un jeu dans lequel on a les mêmes cartes en main. On a tous les mêmes cartes et on va en jouer une secrètement et on va, à tour de rôle, jouer nos cartes. Donc, pas nécessairement dans le même ordre. C'est ça qui fait en sorte que c'est un jeu super simple à comprendre. Une fois que tu connais les 9 actions, les 9 cartes, tu sais, c'est vraiment simple. C'est souvent un peu la même chose. Placer des astronautes dans une navette, faire des collines de navettes, donc déplacer des astronautes sur Mars, des trucs comme ça. Donc la nouvelle édition d'ailleurs de 2015, elle est magnifique. Les petits astronautes superbes en plastique. Vraiment bien faite. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je recommande. Se joue jusqu'à 8 joueurs et n'est pas trop long non plus. On parle d'une heure et demie à 2 heures de jeu. Et une fois qu'on le connaît bien, ben, ça se fait vraiment vite. Jeu que je recommande fortement, surtout la nouvelle édition de Mission Red Planet. Magnifique. Faudrait que je joue à la nouvelle édition, en fait, là. Ouais, Parce que il y a des ça... petits updates de règles aussi, là. Je pense qu'ils l'ont un petit Ok. peu amélioré, là aussi. Ah, ça, j'aime bien ça quand ils viennent juste réajuster quelques petites choses, là. Ouais, ben quand c'est nécessaire, tu sais. C'est toujours le fun. Mon numéro 3, il s'agit d'un ovni dans le monde du jeu de société, le jeu Dimaker Oh my. 1986. T'en as parlé un petit peu tantôt, et en fait, je suis sûr qu'on pourrait dire que Dimaker est un des premiers jeux à avoir utilisé plusieurs mécaniques différentes. Euh, Ouais. je vais pas nécessairement me risquer à essayer d'expliquer Dimaker maintenant. Euh, mais en gros, c'est un jeu dans lequel on va vivre, si on veut, le système électoral allemand, qui est un système électoral assez bien développé. C'est une belle simulation politique. On va jouer différents comtés. Dans le fond, on va en jouer, je crois, 6 au fil de la partie.
Et bon, à chaque fois, le but, bien entendu, va être de remporter le comté, mais on peut toujours jouer à l'avance sur les prochains comtés qui vont être résolus. Donc ce tour-ci, on fait celui-là, mais tu peux déjà jouer à l'avance sur les 4 prochains qui vont être joués. Ce qui amène donc, des fois, tu peux dire, ok, celui-là, il est un peu trop petit pour moi, ou ça me coûterait trop cher avoir la majorité dedans. Donc je vais déjà commencer à miser sur les prochains qui vont être votés comme ça. Je vais aller chercher ceux que je peux aller chercher. Bien entendu, c'est difficile d'aller en chercher plusieurs. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs et je crois que 5 joueurs, c'est le bon nombre pour le jouer. Donc, s'il y a juste 6 comtés, vous comprendrez que il faut savoir où mettre ses efforts dans ce jeu-là. Il y a une notion de majorité forte, surtout par la thématique, tout simplement. C'est ça, c'est un jeu de politique. Hein, donc, le but, c'est de remporter la majorité. C'est ça, je trouvais ça des fois un peu spécial parce que la majorité dans ce jeu-là va se faire avec comme un tracker de points, là, une piste de pointage. Là, donc on va monter les points comme ça. Donc c'est pas un jeu. Tu sais, c'est un jeu de majorité, mais souvent les jeux de majorité ont été habitués à mettre plusieurs cubes et à essayer d'avoir les votes pour ça. Alors que dans ce jeu-là, on va juste compter les cases. Ah, mais Dimaker, un jeu avec une majorité, avec 2 phases d'enchères différentes, avec genre 15 étapes par tour. C'est, comme tu l'as dit, hein, c'est une espèce d'ovni. Et c'est un peu, c'est pour ça, l'épisode, c'est pour lui. Faut en Ah, pour parler. lui, pour pouvoir en Dimaker, ben parler. oui, parce qu'on savait pas quand en parler, on savait pas où le mettre, ce jeu qui a toutes les mécaniques du monde dedans. On le met dans quel épisode de mécanique? Ben, c'est principalement un jeu de majorité, même s'il y a beaucoup d'autres mécaniques dans le jeu, donc je pense que c'était le bon épisode pour en parler. Ah ben là, dans ce cas-là, on va en parler un petit peu plus en fait. C'est un jeu quand même, hein, quand on regarde la date 1986, il n'y avait pas beaucoup de jeux hein, à ce moment-là qui étaient sortis, qui sortaient du cadre traditionnel. Là. Ouais, exact, c'est pas mal le jeu qui a les mécaniques les plus modernes, qui est le jeu le plus vieux que je peux connaître, là. Il utilise des mécaniques qui n'existaient pas à ce moment-là, là. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est quand même pas un petit jeu non plus. Là, on parle d'un quoi, 3 heures, 4 heures 3-4 peut-être, heures, ça ouais. peut aller. C'est quand même sportif et juste expliquer le jeu, c'est un bon défi là, dans le fond. On essaie de faire une partie par année à peu près parce que ça reste vraiment un chef-d'œuvre hein, ce jeu-là. Même si, bon, il y a quelques mécaniques qui semblent un peu démodées, c'est le genre de jeu peut-être qui mériterait une petite augmentation, une petite révision peut-être. Mais Ouais, mais c'est un des jeux de politique le mieux foutu, là, je trouve, le mieux fait. C'est tellement bien amené, tellement d'aspects à ça, tu sais, les cartes que tu mets devant toi qui gèrent quel est ton parti, puis c'est quoi les opinions de ton parti, les alliances possibles par rapport à ça. Tu sais, tout l'aspect ben, gagner des votes, ça va te demander de évidemment avoir des médias, donc de faire les médias pour essayer de te donner plus de votes. Il y a comme plusieurs façons de rajouter des votes dans des comtés, les alliances possibles. Donc, tu sais, on dirait que c'est tellement bien fait, la thématique est bien amenée dans le jeu-là. Pour un jeu, en réalité, vraiment, vraiment, c'est un jeu de majorité, mais tellement de choses qui se passent. Puis c'est un jeu assez révolutionnaire pour l'époque qui a passé, à mon avis, complètement inaperçu parce que c'était beaucoup trop avant-gardiste, là. oui, oui, c'est ça, mais maintenant quand même, hein, ça reste que tu sais, tous les joueurs qui se respectent savent c'est quoi le jeu d'Imaker. Si vous le saviez pas, ben vous le savez maintenant. Donc c'est. Si vous pouvez faire une partie de Dimaker, je pense que ça peut changer un peu votre vision des jeux, voir un peu ce jeu-là exploser la shit à ce moment-là. Euh, Aussi, une des choses intéressantes, tu sais, tu parlais des alliances, c'est un jeu de politique, bien entendu, ça va être possible de faire des alliances. Mais une des choses qui me fascine de ce jeu-là, c'est que tu peux forcer un joueur à être en alliance avec toi. Ouais, je sais ça. Ah ouais, tu l'as déjà vécu. Non, mais on a gagné ensemble nos élections, non? Arrête, là. Arrête. T'as gagné tout seul la game, là. On a peut-être gagné ces élections-là ensemble, mais c'était contre mon gré, là. Ouais, ouais, sauf qu'on était en équipe à ce moment-là, puis t'étais heureux Ouais, qu'on j'étais pas remporte la content, là. partie. J'étais pas content. Donc ça, c'est vraiment la beauté du jeu. Hein. Deux joueurs peuvent dire, ok, nous on va s'allier, mais après un autre joueur vient et force l'alliance. Fait que là, tu te retrouves
à être obligé de travailler avec ton ennemi, puis tu veux pas perdre parce que t'as besoin de ces votes-là, mais en même temps, t'es Quand pas tu, content parce vu que que... c'est l'allié, quand tu gagnes, lui aussi, il gagne des votes, puis t'es comme, non, c'est pas ça que je voulais, tu sais. Je voulais m'allier avec l'autre joueur, justement, pour que lui en gagne pas, là. Ah ouais, Ouais, ça c'est vraiment fascinant de ce jeu-là, je trouve. À chaque partie, j'essaie au moins de forcer une alliance, là, sinon mon expérience est pas à son ouais, apogée, je là. comprends ça. Tu l'as fait au moins 3 fois dans une des parties, puis c'était assez... Oh non, sûrement deux fois en fait. à chaque fois, c'était comme, oh my god, pourquoi? C'était au bon moment, c'est C'était au ça. Il bon faut moment à savoir chaque quand fois, forcer exact. l'alliance. Exact. C'est aussi, il faut être alerte, là. Tu sais, c'est pas tout, tu sais, il y a des conditions pour pouvoir forcer une alliance, pas de à n'importe quel Non, non, c'est moment, ça, il là. faut quand même que tu saches dans quoi tu t'embarques, puis que tu y penses bien. Ah, sérieusement, là, dit ma cœur, juste d'en parler, là, ça me met l'eau à la bouche, là, tu sais, j'ai l'impression que la prochaine partie est dans trop longtemps, là. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben c'est ça, je voulais qu'on en profite pour en parler un petit peu parce que c'est quand même un jeu qu'on apprécie beaucoup, puis on avait de la misère à le plugger d'une certaine façon, à trouver un moment pour en parler. Ben là, dans ton top 5 c'est le bon moment, dit ma cœur. Ah, c'est parfait. Peut-être juste mentionner que si vous voyez le jeu, soyez pas surpris si vous le trouvez atroce. C'est pas Euh, si pire. non, les cartes sont absolument Ah ouais, les cartes sont atroces. terribles, ouais, c'est vrai. Les dessins sur les cartes, en fait, c'est des... comment ils appelaient ça déjà? Tu sais, comme les icônes qu'il y avait dans le temps dans Ah Word là, et ouais, tout ça. ouais. En fait, on peut les reconnaître, là. C'est pratiquement les icônes de Word là, qui viennent directement de là. Mais c'est vrai que le jeu en tant que tel, il est pas si laid. Il y a des belles couleurs et tout ça, mais les cartes sont Ouais, c'est vrai. absolument Mais c'est horribles. surtout l'ergonomie des cartes est peut-être douteuse, là. C'est pas le... Peut-être le point Ah faible, là, un ouais. peu, là. Il me semble que souvent, on se questionnait, c'est quoi le symbole? C'est quoi ça? Non, ben on se questionnait juste sur qu'est-ce qu'il représentait, mais pas nécessairement c'était lequel. Tu sais, des fois, il y a un genre Bon, il d'œuf y en a dans... comme deux, trois qui se ressemblent trop, puis c'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose, mais le symbole est pareil, pratiquement, là. Ouais, c'est ça. Il y a ce L'ergonomie problème-là. à ce moment-là, c'était un peu une préoccupation différente que maintenant, là. Les priorités ont changé. Exactement. Donc, Die Macker, un jeu de politique allemand vraiment superbe. Numéro 2. Mon numéro 2 est le Spiel de Jazz de 1999 et le jeu Tikal. Donc un jeu Tikal qui est un jeu d'exploration de la jungle dans lequel nous allons découvrir des temples, essayer de faire grandir ce temple-là, de creuser pour voir à quel point le temple est impressionnant et essayer d'avoir des majorités, donc avoir le plus de ces petits archéologues alentour des temples pour faire des points. C'est un jeu, donc comme j'avais mentionné tantôt, assez marquant dans l'univers du jeu de majorité, mais aussi qui amène une mécanique là, qui était nouvelle à l'époque, qui est le jeu la mécanique d'un système de points d'action dans lequel les joueurs vont avoir 10 points d'action et à leur tour, ben, vont devoir dépenser ces 10 points d'action-là en faisant différentes actions et des actions qui vont coûter un ou 2 ou 3 peut-être même 5 points d'action à réaliser. Donc, ben, c'est ça, on va envoyer nos archéologues et de tour en tour, on va creuser, on va avancer dans la jungle jusqu'à ce que ben, le plateau soit complété. Et donc, toutes les tuiles découvertes, à ce moment-là, ben, il va y avoir une ronde finale parce que durant la partie, à deux reprises, il y a une phase de pointage, de scoring, dans lequel ben, le jeu s'arrête et à tour de rôle, on fait 10 actions, on fait nos points, un autre joueur fait 10 actions, on fait ses points et ainsi de suite. On fait ça 3 fois durant la partie. À la fin, le joueur avec le plus de points l'emporte. Une des particularités de cet aspect de majorité, là, ce qui est le fun, c'est que ça se peut que la même ronde de scoring, deux joueurs fassent les mêmes points pour le même temple. C'est-à-dire que si moi, sur un temple qui vaut 5 points, disons, j'ai trois archéologues, puis toi, t'en as deux, ben, c'est moi qui fais les points, mais tout de suite après, tu joues, tu as 10 points d'action. Fait que là, tu peux faire des actions, amener d'autres archéologues sur ce temple-là, et là, à la fin de ton tour, tu fais tes points, tu as plus de personnages sur le même temple que moi, je viens juste de faire les points, ben là, toi aussi, tu en fais. Fait que c'est pas simultané, le scoring n'est pas simultané, il est individuel, ça permet aux joueurs de se réajuster par rapport à ce que les autres ont fait et peut-être de ben, s'assurer de faire les points d'un temple qui avait travaillé fort pour gagner les points. Donc ça, c'est vraiment un petit aspect assez intéressant qui rend le jeu peut-être moins punitif. Euh, donc, de travailler fort pour avoir une majorité d'un territoire, finalement pas l'avoir, ben, généralement, dans ce jeu-là, tu
t'es capable d'aller le chercher quand même. Euh, donc, de contrer cette problématique-là, de rester dans la partie. C'est vraiment un superbe jeu. En plus, la nouvelle édition, parue il y a 2 ou 3 années, elle est magnifique. Maintenant, les temples sont vraiment en genre de petit silicone. Ils s'emboîtent vraiment bien. Il y a de la hauteur. Quand le jeu là, est fini, là, le plateau est assez impressionnant. Mais je l'aime beaucoup. C'est un jeu, un de mes classiques, un jeu que je recommande fortement pour les amateurs de jeux de stratégie, de majorité. C'est un incontournable pour moi. C'est le jeu Tikal. Ouais, tu parlais justement du système d'action, là, où tu as 10 actions à ton tour, puis les Ouais, actions valent. Chaque action a une certaine valeur de points d'action, tu ouais, sais. Euh, c'est une mécanique bon, qui était utilisée dans tous les jeux de cette série-là, si je me trompe pas. Mais ouais. c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup de nos jours. Pourtant, je trouve que c'est quand même une belle façon là, de balancer des actions et tout ça. Là. Je Ouais, voulais en pas effet. partir une discussion philosophique là-dessus, mais ça me faisait penser à ça en fait. Ben, c'est surtout, en plus, c'est Tikal, c'est 10 points d'action. Je connais pas beaucoup d'autres jeux qui en ont donné autant aux joueurs, tu sais. Ben, Torres, en fait, je crois que c'était aussi 10 si je me Ok, trompe pas. Là. ok. Mais ouais, Mais c'est c'est ça. ça. Non, c'est énorme là, à gérer, tu sais, d'une C'est certaine ça, façon. Là. exact. Mais, tu sais, dans le fond, Pandémie le fait, là, toute la série, en fait, tous Effectivement. les jeux de Matt Leacock, pratiquement, là, en ça, là, dans le sens que son Forbidden Island, Desert, Thunderbird, toutes ces pandémies utilisent toute cette mécanique-là. Fait que, oui, elle est quand même utilisée, mais peut-être moins qu'on le pense. Souvent, il y a des jeux où tu as juste une action, fait qu'on le voit pas vraiment comme des points d'action, tu sais. À ton tour, tu fais une Ouais, action même des parmi fois, quand t'en quatre, as tu deux sais, ou trois, c'est comme on le voit pas de même, comme mais un à point partir d'action, de. mais en réalité, c'est un peu cette mécanique-là aussi, mais de façon plus limitée. Donc, on on n'a pas besoin de dire ce terme-là, tu sais, des points d'action. Là. Ah, absolument. Mais c'est Bon point. aussi, ce qui est le fun, c'est une fois, ce qu'il n'y a pas dans Pandémie, là, par rapport à ce système-là, c'est que toutes les actions valent le même nombre de points d'action dans Pandémie. Ils valent toutes une Ouais, action, tu sais. exact. Tout vaut 1. Fait que c'est C'est ça. vraiment des actions, alors que là-dedans, tu pourrais faire 5 actions à ton tour, mais t'en as fait 2 qui t'ont coûté 3, tu sais, ou quelque chose comme C'est ça. ça. Là. Ou tu peux en faire juste deux, dont une qui t'a coûté 5, puis l'autre t'a coûté 5 ou 4, là, tu sais. Hmm. Ouais, ça c'est quand même cool. Ça Ouais. permet une belle flexibilité dans les choses que tu peux faire pendant ton tour. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est ça. Il y a des actions qui sont meilleures que d'autres, évidemment, ils coûtent plus cher. Donc, t'as un système là, de timing à prévoir dans tes tours, comment optimiser ça, là. Ah, ben Tikal, en fait, je dois confesser que je n'ai jamais joué à Tikal, donc je peux pas. Ah Je peux ouais, pas. la nouvelle édition. Moi, j'ai connu la vieille édition, là. C'était les grosses boîtes larges. Tu sais, puis les temples, c'est des bouts de carton que t'empilais un par-dessus l'autre, là. Alors, tes archéologues, c'est des petits bouts en bois. Fait que c'est comme la nouvelle version, elle est vraiment pas si chère pour la qualité de production de ce jeu, là. Vraiment, vraiment impressionnant en plus, là. Très cool. Mon numéro 2 en fait, il s'agit de ton numéro 5 JF, Oh shit. le classique et superbe Dominant Species Yes. 2010, designé par Chad Jensen et publié par GMT Game. Dominant Species, c'est un jeu où on va incarner dans le fond une espèce animale juste avant, dans le fond, l'ère glaciale. Donc, on va avoir les insectes, les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les fourmis même. Non, les insectes, les araignées, en fait. C'est ça, il va y avoir les araignées, les oiseaux. Chaque joueur va incarner une espèce et va tenter, dans le fond, de dominer, si on veut, chacun des hexagones du jeu. Le plateau est constitué de plusieurs hexagones, donc va tenter de dominer les hexagones en étant l'espèce majoritaire sur place, et aussi, bon, ça c'est l'aspect de majorité, mais aussi en étant l'espèce la mieux adaptée pour cette tuile en particulier. Chaque tuile va avoir certaines caractéristiques, donc va t'amener certains éléments que ton espèce a besoin, dans le fond, pour être dominante sur cette région. Gros jeu, assez violent. L'aspect de majorité est très important. À la base, c'est plutôt un jeu de placement d'ouvriers, mais dans lequel le positionnement sur le plateau va être extrêmement important parce que c'est en étant majoritaire sur les régions qu'on va faire les points au cours de la partie et à la fin de la partie.
Ouais, mais surtout qu'il y a deux types de majorité, là, comme tu mentionnais, une majorité de nombre et Ouais. une majorité de... Ben de... De niveau d'adaptation. Ouais, c'est ça, exactement, par rapport à la tuile, par rapport aux ressources que sur cette tuile-là et que les ressources que ton animal, ton espèce a besoin. Ça reste, tu sais, moi je l'ai mis numéro 5, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais comme je dis, c'est quand même assez violent. Ça reste un gros jeu de guerre, de confrontation où tu te rentres dedans, puis glaciation, tes envois sur les adversaires, t'espères que ça wipe tout. Je veux Euh, plus jouer. c'est intense là, comme jeu. Mais tellement bien fait avec avec le fait que justement c'est un placement d'ouvriers, toute la grosse première phase de programmation où on va aller placer nos actions et une fois que ça va être fait, on va résoudre toutes les actions dans l'ordre. Euh, c'est assez magnifique, hein, tu sais, presque un jeu vidéo à ce niveau-là là, où tu pèses sur des boutons Ouais. puis après ça tu updates le plateau par rapport aux boutons que tu as pesé là. Absolument, absolument. Ça a un très. C'est très rigide comme jeu, si on veut, très structuré. Mais en même temps, moi je trouve aussi que c'est un jeu qui est magnifique. Là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les jeux avec des cubes, là, mais moi je trouve ça tellement beau comme jeu. Une fois que c'est déployé, t'as la moitié de la carte qui est glacée, t'as quelques espèces qui vivent en marge et ça crée quand même des beaux environnements. Là. Ouais, ben c'est ça, exact. Dominion Species. C'est un GMT, hein, donc on s'attend pas de petites figurines en plastique et un design super thématique, mais reste qu'il est quand même assez beau le jeu, en effet. Ouais, moi je trouve il est beau et il est quand même, il favorise la lecture du jeu. C'est un jeu qu'il faut que tu sois capable de, Ouais. si on veut, de scanner rapidement tout ce qui se passe. Puis je pense qu'ils le font bien avec des cubes de couleurs vraiment différentes. Je trouve que ça marche très bien. Là. Ça reste que depuis que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai jamais pu vraiment décrocher. Là. C'est un des jeux, des premiers jeux que j'ai joué quand j'ai commencé à découvrir les jeux et il est encore dans ma bibliothèque, encore un jeu que j'apprécie toujours autant, là, très varié aussi, plusieurs façons de remporter la victoire, plusieurs façons de faire des points, plusieurs stratégies différentes en fonction de l'espèce que tu vas jouer. Euh, Ça reste quand même, comme tu dis, c'est un peu peut-être la tristesse du truc. C'est un gros jeu de diplomatie, si on veut, hein, où il va y avoir le conseil diplomatique des insectes qui va négocier avec les oiseaux pour pas qu'ils aillent dans le désert, ce genre de choses-là. Mais Ouais. ouais, non, c'est ça, hein, Dominion Species. C'est un gros jeu de négociation et t'espères que la personne va pas déchaîner le volcan sur ta tuile principale de ta créature. Mais très bien fait comme jeu, le Dominion Species. Je pense qu'on en a déjà parlé, puis on aura la chance d'en reparler assez régulièrement. Yes. Bien d'accord. Dominant Species. Numéro un. Mon numéro un de mes jeux favoris, c'est le jeu Twilight A Struggle, sorti en 2005, est un jeu pour deux joueurs dans la thématique de la guerre froide, où un joueur va être les États-Unis, l'autre joueur va être l'URSS, et ben, une guerre de territoire, mais surtout d'influence sur les territoires va se jouer sur le monde à travers les différentes années que va couvrir le jeu. Donc le jeu va se dérouler en trois âges principaux qui débutent là, bon, c'est le début de la guerre froide. Euh, donc dans ce jeu, c'est un principalement quand même un card-driven game dans lequel, ben, à ton tour, tu vas jouer une carte de ta main, tu vas pouvoir jouer la carte pour son effet ou pour son numéro. Et si tu la joues pour son numéro, ben, tu as plusieurs choses que tu peux faire, dont placer l'influence dans un pays, essayer de faire un coup d'état, faire un Rillingman Roll, ou l'investir pour la course à l'espace. Dans ce jeu, ben, dans le fond, tu essaies de gagner le plus d'influence des villes importantes dans les pays du monde, dans les régions du monde. Et à un certain point, euh, durant la partie, les joueurs vont avoir des cartes de scoring, de pointage qu'on va jouer. Et quand on va jouer cette carte-là, on va regarder qui est majoritaire dans cette région-là, donc qui est majoritaire en Asie, en Europe ou au Moyen-Orient, selon les cartes jouées. En fait, il y a les autres territoires, mais ça, c'est comme trois territoires de base dans l'âge 1. Et ensuite, on va rajouter évidemment ben, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, comme territoire qu'on va pouvoir essayer de conquérir. C'est vraiment
gros jeu de confrontation, mais vraiment axé sur la majorité. Le timing des cartes qui vont sortir vont vraiment avoir une grosse influence sur le système de points de victoire. Et le système de points de victoire, c'est un jeu à 2 joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux gagner la partie immédiatement dès que tu as atteint 20 points. Mais l'affaire, c'est que disons que moi j'ai 10 points et que l'autre joueur en fait 5, ben maintenant j'ai 5 points. Donc c'est un genre de tir à la souque avec les points. Donc on va s'échanger ce marqueur-là d'un côté ou de l'autre. Si jamais on réussit à amener notre marqueur à 20 points de victoire, on remporte la partie. Donc c'est aussi un jeu super thématique. C'est un jeu, si on aime un petit peu cette partie de l'histoire qui va vraiment plaire parce que ce sont tous des cartes d'événements historiques qui sont produits durant la guerre froide. Donc pour moi, un des chefs-d'œuvre absolus, le jeu Twilight Struggle. Ah ouais, je sais que t'es un très grand fan de ce jeu-là. J'ai vraiment pas eu la chance d'y jouer autant que toi, en fait. J'ai joué peut-être à son petit frère, Nixon contre Kennedy 1967, The Making of a President, qui est sensiblement, je pense, la même mécanique, mais juste un peu plus simple, un peu moins long aussi. Puis effectivement, c'est des jeux de majorité là, qui sont très bien construits en fait à 2 joueurs. Là. Comme tu Ouais. dis, le tir à la souque, là, c'est ça qui rend ces jeux-là si tendus. Là. Ouais, c'est vraiment le fun comme mécanique, je trouve, là. C'est vraiment cet aspect de timing aussi, mais en tout cas dans Twilight Struggle, là, à quel moment jouer les cartes. Quand tu les as dans tes mains, le problème c'est que ça te vole une place, tu sais, parce que à chaque tour, on remet notre main à 7 ou 8 cartes, dépendamment où on est rendu, mais c'est que ça te vole une place d'une carte qui pourrait vraiment t'aider. Puis des fois, ben, tu sais que tu pourras peut-être pas réussir à gagner la majorité, fait que t'es mieux de la jouer rapidement pour perdre le moins de points possible, parce que possiblement durant la ronde, tu pourras en perdre. Fait que y a tout cet aspect-là à calculer. Puis, ben, tu sais, Twilight Struggle, c'est aussi beaucoup un jeu de cartes où tu as des cartes de ta faction ou de la faction de l'autre joueur. Fait que y a cet Ouais, aspect c'est ça, aussi exact. timing de quand jouer la carte de l'autre joueur, parce que quand tu joues la carte de l'autre joueur, tu es obligé de faire l'effet de la carte. Mais tu peux aussi faire tu sais, Les actions, les là, actions de la les carte, points. mais tu es obligé de déclencher l'effet de l'autre joueur. Donc, tout cet aspect de timing-là qui est vraiment intéressant, qui est des fois un peu frustrant parce que des fois, tu te dis, si je l'avais eu en main à ce moment-là, j'aurais fait bien plus de points que si mon adversaire l'avait eu dans sa main. Ouais, Donc, lui, il l'a joué à un moment désavantageux pour ben, c'est toi, ça, puis exact. Fait qu'il y a cet aspect-là de, tu sais pas qui va avoir les cartes, quand ils vont être joués, mais tu peux pas mal savoir, tu peux avoir des bons doutes si l'autre joueur a une carte de pointage entre les mains, parce que clairement, ça influence ses actions. Donc, il y a un peu cet aspect qui arrive de bluff, de déduction, que tu vas essayer de lire dans le visage de l'autre joueur pour voir s'il n'y aurait pas une carte de scoring, si ça serait pas le bon moment d'investir dans certains territoires avant que ce soit trop tard, tu sais. ouais, ben ce qui est intéressant avec ça, c'est réellement la connaissance au fil du temps des cartes. Ouais, Je sais que dans Twilight Struggle, il y a 3 paquets, là, exact. mais tu sais, dans chaque paquet, ça va toujours être les mêmes cartes qui vont revenir, puis ils vont pratiquement tous être joués. Donc, ce qui reste maintenant à déterminer, ça va être dans quel ordre ils vont être joués et essayer de prévoir, là, tu sais, si tu as une bonne carte de l'autre joueur en main, tu sais comment cette carte-là elle se joue, tu sais à quel moment il faut que tu la joues pour que ça l'avantage lui pas trop. Donc c'est quand même ça qui est intéressant de ce genre de jeu-là, de se développer en tant que joueur. Là. On avait déjà parlé un peu de l'aspect si on veut, compétitif d'un jeu. Twilight Struggle, c'est un bel exemple d'un jeu qui peut devenir très compétitif. Là. Ouais, exactement. L'apprentissage, la connaissance des cartes rajoute beaucoup à la stratégie du jeu, en effet. Puis c'est ça. C'est quand même un autre jeu qui est pas si petit, hein. On parle d'un 3 à 4 heures de jeu pour une partie à 2 joueurs. Mais ça vaut vraiment le détour et ça vaut la peine de prendre un après-midi et essayer ça. Ok, ben mon numéro un il s'agit du jeu Ming Dynasty, sorti en Oh, 2007. c'est obscur, ça. C'est très obscur en fait, 5 millième jeu sur BGG, donc effectivement très obscur. C'est un des premiers jeux que j'ai eu dans ma collection. Et on me l'avait présenté à l'époque comme un des jeux les plus sous-estimés. Et je pense encore ça aujourd'hui de ce jeu-là. Un jeu extrêmement sous-estimé, qui est complètement passé sous le radar, qu'on va probablement jamais revoir édité.
C'est un jeu qui se passe bon dans la Chine antique et on va essayer dans le fond d'établir sa domination sur la Chine en déplaçant un prince à travers différentes provinces avec des cartes qui représentent certains moyens de transport. Donc en chaque province il y a des liens qui permettent de se déplacer disons en bateau, en cheval, à pied, en calèche et ça c'est des cartes qu'on va avoir en main et qu'on va jouer. Et dans le fond, au fil de la partie, en fait, au fil des rondes, on va placer, si on veut, des nobles. Je crois qu'ils appellent ça des nobles, donc qui sont des plus petits meeples que notre meeple de prince qui se déplace un peu partout. Et on va placer des nobles sur des provinces pour essayer d'avoir la majorité. C'est un jeu de majorité quand même, quand je l'explique maintenant, somme toute assez classique. Donc on va avoir plusieurs régions séparées en trois secteurs et on va essayer d'avoir la majorité dans chacun des secteurs pour avoir la majorité de la province. Donc c'est un jeu avec une double majorité où on va essayer de gagner justement la majorité de la région ainsi que la majorité de chacune des provinces. Et c'est là tout l'attrait de ce jeu-là. En fait, un jeu très simple de majorité, mais selon moi, c'est celui qui représente le mieux des jeux de majorité à proprement dit. C'est la mécanique principale du jeu. Oui, il y a un peu de planification, de déplacement avec les cartes qu'on va avoir en main et tout ça, mais au final, tout ça est dans le but d'avoir des majorités dans certaines régions. En plus, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont si on veut, les nobles vont se recycler au cours des majorités. Alors, si vous gagnez des majorités, vous perdez des nobles, donc ça donne un avantage stratégique pour les prochaines rondes à vos adversaires qui auraient investi dans cette région-là. Donc ça, je trouve, c'est une petite particularité qui rend ça très intéressant. Nice, mais je pense y avoir peut-être joué une fois il y a plusieurs années, mais pas un jeu que j'ai eu l'occasion de réessayer récemment. Ça a l'air intéressant, ouais, exact. Un jeu de 2007, quand même, hein? Ouais, c'est quand même, ça date et c'est ça, tu sais, pour moi, c'est comme l'essence d'un jeu de majorité, très simple, un jeu d'à peu près 1 heure à 4 joueurs. Mais c'est ça, un jeu vraiment sous-estimé, le genre de jeu que vous pouvez trouver à 5$ peut-être dans une boutique de jeux. Bien, n'hésitez pas à sauter là-dessus parce que si vous aimez les jeux de majorité, là, je pense que les jeux de majorité simples, je pense que ça c'est le genre de jeu qui va vous plaire particulièrement. Nice. Bon, on arrive maintenant au mot de la fin. Je sais qu'on n'avait rien prévu comme à l'habitude pour ce segment-là. On décide tout le temps. Sur le coup, si on va avoir quelque chose à dire. Par contre, moi, j'avais peut-être finalement un petit sujet que j'aimerais discuter avec toi. Ok, vas-y donc. Je remarque là, que, en fait, je pourrais dire 100% des jeux qu'on a parlé, c'est des gros jeux. Hein. Ben, des gros jeux, c'est pas des jeux toutes de 4 heures, là, mais tu sais, c'est tous des jeux quand même, 1 heure, 1 heure et demie, des jeux plus coriaces, si on veut, avec des aspects de stratégie plus avancés. Euh, Est-ce que t'as en tête des jeux plus, mettons, on va dans l'extrême, dans l'autre extrême, des jeux de party pratiquement qui seraient des jeux de majorité? Ok, ben t'aurais dû me le dire avant, je l'aurais préparé ça, mais non, j'en ai pas tellement en tête. Surtout des jeux de party, mais c'est sûr que l'aspect de majorité, la mécanique de majorité est présente dans d'autres jeux plus simples, disons. Comme un de mes jeux de dés favoris, qui est le jeu Las Vegas, ben, en gros, c'est un jeu de majorité où on va essayer d'avoir la majorité sur le plus de casinos possible. Donc, c'est un jeu de, tu sais quoi, une trentaine de minutes, assez simple, de dés, après une petite mécanique de dés de majorité, vraiment basique. C'est vraiment un bon exemple de la pureté de cette mécanique-là, de juste avoir le plus de dés, sur le plus de casinos possible. Euh, Fait que Las Vegas est un bon exemple. Et un autre qui est peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus stratégique, quoique c'est un 30 à 40 minutes, c'est un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Kahuna. C'est un jeu dans lequel on va ben, essayer de prendre le contrôle d'îles en plaçant des ponts alentour de ces îles-là, mais on va aussi détruire les ponts de l'autre joueur dans le but de lui voler ses majorités donc de ponts. Donc pour moi c'est un jeu de 1998, c'est un beau petit classique à 2 joueurs
qui se joue bien, qui vient chercher cet aspect de confrontation, de tiraillage sur des territoires, mais qui se fait de façon plus rapide là, que des jeux une heure et demie et plus. Mais en effet, c'est tous des jeux assez costauds ou un petit peu plus longs, de longue haleine. On n'a pas parlé des pires, là, d'ailleurs. Je pense on n'a pas parlé de Game of Thrones, qui est aussi un de ce genre-là. Il y en a d'autres aussi qui sont très très gros. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est beaucoup de mécaniques de jeux de confrontation. Et les jeux de confrontation, c'est souvent des jeux un petit peu plus costauds que des jeux familiales ou des jeux de party. Ouais, bien vu pour Kauna. En fait, ça, c'est un jeu que j'ai énormément joué il y a de cela quand même quelques années, mais très cool comme jeu de majorité. J'avais complètement oublié ce jeu-là. Ouais, Vraiment c'est intéressant, ça, là, exact. super simple, puis... C'est un jeu, je pense qu'il est encore disponible là, pour un jeu qui date quand même de 1998. euh, Puis qui marche vraiment bien. Puis moi, je le conseille encore à beaucoup de monde, là, en fait. Ouais, ben, tu sais, c'est presque un jeu de stratégie abstrait, là. Ouais, Tu places des ponts noirs, des ponts blancs, donc c'est assez simple au niveau de la thématique, mais ça marche très bien, là, au niveau des mécaniques. ouais, exactement. Sinon, ben moi je pensais peut-être au jeu Two Room and a Boom. Ça rentrait-tu dans la catégorie des jeux de majorité, ça? Ou... Je vois pas pourquoi ça rentrerait dans cette catégorie-là. Ben parce que tu sais, c'est un jeu où dans le fond, ben probablement il y a des votes, hein, on s'entend. Tu votes pour élire un chef dans la chambre. Donc dans le fond, il y a déjà là une question de majorité à un certain point, même si c'est pas nécessairement les majorités comme on l'entend. Et aussi, vient de là le fait que tu veux avoir une majorité de joueurs de ton équipe dans ta pièce à certains moments pour pouvoir faire si on veut, des moves stratégiques. Parce que si t'es pas majoritaire, t'auras pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans ta pièce. Ouais, sauf que le jeu, tu sais, tu gagnes parce que la bombe est dans la même salle que le président ou tu gagnes parce que la bombe est pas dans la même salle Non, que le c'est clair président, tu que sais. la finalité du jeu n'est pas... C'est juste que j'essaie de voir justement jusqu'où on pousse le concept de jeu de majorité. Puis j'essaie de penser à des jeux plus simples qui faisaient appel au concept de majorité. Puis c'est un des seuls vraiment qui m'est venu en tête, Ouais, là. mais c'est parce que si tu inclus le vote, et en fait, le vote est un concept de majorité d'une certaine façon, là tu ouvres la porte à beaucoup d'autres jeux comme, tu sais, Avalon, Résistance. Euh, il a ce concept de vote et donc un peu d'aspect de majorité parce que tu essaies de convaincre une certaine majorité de personnes de voter oui ou non à un vote, tu sais. Fait que je trouve que c'est un petit peu étiré élastique, là, à ce niveau-là, là. Fait que là, tu t'es en train de me dire qu'il faut refaire cet épisode-là pour inclure les jeux de vote dedans ou on va faire éventuellement un épisode sur les jeux de vote? Ouais, la solution 2 va être la meilleure, je pense. Puis tu sais, en fait, je disais pas justement que... je disais que justement, les jeux avec des votes, c'est pas nécessairement pour moi un jeu de majorité, tu sais. Ouais, je comprends l'idée. C'est vrai que c'est un peu différent là, au sens où tu vas essayer d'avoir une majorité sur une certaine ressource, si on veut, qui peut être un territoire ou n'importe quoi d'autre. Mhm. C'est un peu différent des jeux de vote, effectivement. Exact, mais c'est pour ça que quand tu m'as demandé ça, je savais pas trop quoi dire, parce que c'est des jeux de party. Vite comme ça, en tout cas, j'en ai vraiment pas en tête, là. C'est vraiment, c'est comme on peut voir, c'est une mécanique beaucoup utilisée pour les jeux de stratégie, donc c'est pour ça qu'on a parlé de beaucoup de gros jeux aujourd'hui, là. Bon, fort qu'on découvre. Si vous avez des suggestions de jeux de party de majorité, c'est toujours Ah, c'est apprécié. sûr qu'il y en a en plus, là. On va en parler le prochain épisode, on va faire nos recherches, là, puis Ok, c'est bon, on on va va, tomber on va là-dessus. revenir avec ça. Bon, ben en fait, Jeff, je pense qu'on approche pas mal de la fin de l'épisode. Yes. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez, si c'est la première fois que vous écoutez le podcast puis vous voulez vous abonner, si vous êtes sur Android, allez sur Google Play Music, tapez Balado Ludique. Sinon, sur iPhone, allez sur iTunes, tapez Balado Ludique. Si vous voulez juste rester au courant des derniers épisodes qui sortent, vous pouvez tout aussi bien aller sur notre Facebook. C'est là qu'on est le plus actif, même si on ne l'est pas tant que ça. Donc, Balado Ludique sur Facebook. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires, des questions. On va être heureux d'échanger avec vous. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait par le passé et ça nous a fait plaisir de leur répondre.
Sinon, JF, je te souhaite une excellente soirée. À toi aussi, Simon. À bientôt. À bientôt et on se retrouve la semaine prochaine.